On est ensemble jusqu'à 13h, vous le savez, tout cet été avant de retrouver vos animateurs traditionnels. Beaucoup demandent où est André Berkoff, il reviendra après cette pause estivale. Bien sûr, le pass sanitaire, cette question avec vous ce midi, est-il plus politique que sanitaire? C'est la question, notre débat. Alors que hier, Emmanuel Macron a encore redit que l'objectif était de vacciner tous les Français qui peuvent l'être et que se profile aussi une nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire, contre cette vaccination également, même si les chiffres aujourd'hui, on va vous les donner dans un instant, sont assez impressionnants. On en parle, Marine, avec nos invités. Avec nos invités, donc Guillaume van der Veit, qui est professeur de philosophie spécialisé dans l'éthique médicale. Il a publié une tribune dans le JDD cette semaine qui est titrée « La chasse aux sorcières des antivax ». Et nous sommes aussi avec Éric Vérague, qui est haut fonctionnaire, essayiste, journaliste économique et fondateur du Courrier des stratèges. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Moi, j'ai une petite question d'abord pour vous deux. Le vaccin aujourd'hui, alors je vous donne les chiffres qui sont publiés ce matin, qui sont donc très officiels. La France a vacciné à ce jour 45 250 000 Français qui ont reçu leur première dose sur les 57 680 000 éligibles à ce vaccin. Et la France a déjà vacciné 67% des Français. Ce sont seulement 62% du côté des Allemands. Et on est juste derrière, en fait, les Britanniques et les Espagnols qui ont, eux, déjà reçu, enfin, 71% reçu une première dose. Donc, on voit quand même que la vaccination avance. Mais cette question pour vous deux, ce vaccin qui est perçu pour certains comme un ennemi et non le virus, comment on l'explique, on va dire, ce paradoxe, finalement? Éric Vérague. C'est une question, une drôle de question que vous me posez. Parce que moi, je ne connais personne qui considère que le vaccin est un ennemi. Et je pense qu'il y a eu en effet une tentative de réduction du mouvement de protestation contre le pass sanitaire à de l'antivax. Mais je connais plein de vaccinés qui sont contre le pass sanitaire. On peut tout à fait vacciner les gens sans les obliger à s'enregistrer sur un QR code centralisé chaque fois qu'ils vont au restaurant ou chaque fois qu'ils vont prendre un verre ou qu'ils vont au théâtre. Et le problème qui justifie les manifestations et l'espèce de réaction qu'il y a, ce n'est pas directement lié à un refus du vaccin. Il y a plein de pro-vaccins qui sont dans les manifestations contre le pass sanitaire. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de point de vue. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas faire de réduction sur ce sujet. Sur ce sujet-là, Guillaume van der Veit, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, évidemment, je suis d'accord. Je pense que dans la majorité, on est tous pour le vaccin. Je suis juste étonné qu'il y ait une distinction entre les anti-vax et les anti-pass, comme le dit Monsieur Vérague, dans la mesure où le vaccin n'est pas un médicament, le vaccin n'est pas une pilule, le vaccin n'est pas un gadget qu'on a dans la poche et tout d'un coup on a des super pouvoirs. En fait, le vaccin est systémique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que si tout le monde en bénéficie. C'est une protection collective et on l'a vu puisque les jeunes pouvaient transmettre sans être malades, les vieux être malades sans le transmettre. Donc il y a une question de solidarité, il y a surtout une question systémique et donc politique. Cette question politique, là aussi, tous les deux, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre. Est-ce que c'est une question qui est liée directement, on va dire, à une opposition farouche, une sorte de dégagisme ambiant que l'on connaît depuis plusieurs années, ou pas? Est-ce que cette crise sanitaire, c'est finalement la suite de tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années? Éric Vérague. Moi, je voudrais dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce dossier sont en effet agacés par le sentiment qu'ils ont d'un exercice très vertical du pouvoir. Mais dans l'affaire qui nous occupe, je voudrais quand même préciser que, de mon point de vue, une grande partie de la réticence vient du fait qu'on nous parle de miroir aux alouettes, c'est-à-dire cette idée, si tout le monde là, on sera protégé, c'est une idée qui a montré toutes ses limites en Israël. Ça repose sur le fantasme qu'il y aurait une immunité collective dont personne n'a jamais démontré qu'elle existait. Et par ailleurs, ça fait abstraction du fait que ce vaccin est toujours en phase expérimentale et qu'en réalité, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et beaucoup de gens se disent, faites toute la lumière sur les problèmes de fertilité qui se posent,
faites toute la lumière sur les compositions, notamment sur les adjuvants des vaccins, dont certains ne sont pas expliqués aujourd'hui. Et ce que demandent les gens, c'est de la transparence, car vous savez que lorsque on doit se faire vacciner dans le cadre d'un protocole expérimental, on doit forcément bénéficier d'un consentement libre et éclairé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que lorsqu'on va se faire vacciner, on vous demande de signer une feuille sans la lire, disant que vous êtes parfaitement éclairé, et vous n'avez aucune explication sur les risques auxquels vous vous exposez en subissant ce vaccin expérimental. Et c'est ce sentiment, si vous voulez, de recevoir des ordres sans explication qui rejoint les protestations d'une époque de type gilet jaune. C'est le sentiment qu'il y a une caste qui décide dans son coin du destin des individus, des Gaulois réfractaires, et que nous n'avons plus notre mot à dire sur notre destin. Et c'est ça le problème. Faites la lumière sur les risques liés au vaccin, donnez les sources, donnez les explications, soyez transparents, donnez les statistiques sur les effets secondaires qui sont en France totalement cachés, et je vous garantis que l'ascension sera beaucoup moins forte dans le pays. Guillaume Van der Velde, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie spécialisé dans l'éthique médicale. Je renvoie aussi à votre tribune publiée le week-end dernier dans l'édition du JDD, et vous parliez de la chasse aux sorcières des antivax. Quand vous entendez cette position d'Éric Vérag, est-ce que vous la rejoignez? Est-ce que vous comprenez qu'on a l'impression qu'on force la main avec ce vaccin et qu'on tord le cou aux libertés publiques? Alors, je reconnais des éléments de vérité, mais j'ai pas tout à fait la même vision que Monsieur Vérag, parce que je pense qu'il y a deux questions très très différentes. La première question, c'est effectivement la question des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une homogamie, on a une proximité entre les antivax et les gilets jaunes. Par l'extrémisme, par un certain niveau socio-économique, par une méfiance envers ce qui est conçu comme des élites qui effectivement gouvernent verticalement. Donc il y a cette question qui est une question profonde, qui date effectivement des Gilets jaunes, mais bien avant, bien sûr, depuis la crise économique, crise sociale, crise de confiance dans le politique. Donc c'est un vieux sujet qu'on peut traiter par lui-même. Et puis il y a une deuxième question qui est très différente, c'est la question. Et donc cette première question des Gilets jaunes, elle va apparaître sur plein de sujets, sur la question écologique, sur la question du salaire, sur la question des allocations, sur la question de l'occupation de l'espace national. Il va se poser sur plein de questions. Mais il y a un deuxième problème qui n'est pas du tout le même, c'est celui des vaccins. Et donc, Monsieur Vérag parle de questions de transparence. En fait, il y aurait deux problèmes. Il y aurait un problème objectif d'incertitude sur l'efficacité du vaccin. Il parle de miroir aux alouettes, il n'y a pas d'immunité collective, on est dans une phase expérimentale, donc il y a une question d'incertitude objective. Et puis il y a une deuxième question, c'est la transparence, c'est-à-dire l'incertitude subjective. Le fait que les gens n'auraient pas assez d'informations et que donc on aurait une opposition entre Gaulois réfractaires et une caste, une petite élite qui déciderait pour tout le monde. Ça, je pense que c'est déformé. Sur la question de la transparence, il faut bien sûr une transparence, sachant deux choses. Sachant première chose qu'on ne sait pas tout, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même avance, navigue à vue. On n'a pas toutes les informations, on n'a pas assez de recul, on l'a assez dit. Donc il y a un problème de transparence. Comment être transparent sur quelque chose qu'on connaît mal ou qu'on est en train de découvrir. C'est un aveu. La transparence, vous faites un aveu extraordinaire. Vous reconnaissez vous-même qu'en réalité vous ne savez pas ce qu'il y a dans les vaccins. Je ne représente personne. Je dis juste que le gouvernement le dit. Non, je pense pas que Eric. Pas ce qu'il y a dans les vaccins. Non, je pense pas que Guillaume. Donc être transparent, première chose. Je vais juste terminer très rapidement. La première chose, c'est que être transparent pour le gouvernement, ça voudrait dire en réalité, et c'est ce qu'on a fait, et en particulier Monsieur Philippe, de dire, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Donc être transparent, c'est montrer une forme d'incertitude. Deuxième chose, sur la transparence, je pense qu'il y a un miroir aux alouettes de la transparence qui consiste à dire finalement quand on saura tout, on saura quoi faire et on sera rassuré. Mais pas du tout. Trop d'informations tue l'information. On le voit par exemple, je travaille pour le secteur pharmaceutique de temps en temps, je travaille aussi pour les hôpitaux, pour les soignants, pour les infirmiers et les infirmières, donc je suis des deux côtés du miroir. L'industrie pharmaceutique sait bien que trop communiquer sur un médicament, c'est créer de la confusion. Et donc c'est pas au service du soin. Quand vous dites trop communiquer, ça veut dire que ça donne
trop d'informations, c'est trop de transparence finalement brouille l'information initiale. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait que vous précisiez ça, parce que c'est quand même le nœud du problème aussi, quelque part, Guillaume. C'est-à-dire que quand on vous donne trop d'informations, mais ça sur n'importe quel sujet, c'est juste psychologique et c'est tout à fait démontré. Quand on vous donne trop d'informations, vous êtes perdu. Vous ne savez plus quel choix faire. Et au fond, qu'est-ce que vous attendez d'un médecin ? Parce que vous avez un médecin, et ça je vois ça avec les médecins, avec les directeurs de service. Qu'est-ce que veut un patient ? Il veut pas toute l'information. C'est au contraire écrasant et absolument inquiétant. Qu'on dit, il peut vous arriver ci, il peut vous arriver ça, il peut vous arriver ça, mais dans certains cas, il se passe ci, dans un tout petit cas statistique, c'est ça qui peut vous arriver. Le patient, il veut pas du tout ça. Le patient, il veut une seule chose, c'est docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Une seule réponse. Voilà, une seule réponse. Avec éventuellement, moi je ferais ça, mais effectivement, on pourrait imaginer faire ça. Donc au fond, 2 options. Voilà, c'est ça, une transparence vraiment utile. L'idée de la transparence, Éric Verhaeghe, on en parle souvent sur Sud Radio quand vous êtes avec Valérie Expert et dans les débats. L'idée de la transparence, elle est illusoire ou pas ? Parce que finalement, même si on veut être transparent, on va dire, vous dites... Oui, mais chère Christine, les bras m'en tombent d'entendre un professeur de philosophie décréter ce qu'un patient veut. Et il est qui pour dire ça, quoi ? Et de quel droit un prof de philo nous explique ce que le patient, qui là aussi est une fiction, comme l'immunité collective. Des patients, il y en a 50. De quel droit c'est une prise de position, Éric. Quand vous avez une prise de position, philo nous dit un patient n'a pas à savoir tout et de toute façon, c'est pas ce qu'il veut. Moi, je connais plein de patients. Moi, je suis un patient et je veux précisément savoir ce que je veux si je vais voir un médecin. Et il est hors de question qu'un prof de philo décide dans son coin de ce que j'ai le droit de savoir ou pas. Et ce qui gêne les gens, c'est ce réflexe de caste où il y a des gens qui pensent qu'ils ont des diplômes importants ou élevés et qui décident pour les autres ce qu'ils ont le droit de savoir ou pas, ce qu'on leur dit ou pas. Alors que toutes ces questions déterminent le destin individuel. De quel droit des gens décident ce que les autres ont le droit de savoir sur leur destin individuel. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la lutte contre ce genre de raisonnement rétrograde. Et je pense qu'effectivement, je ne suis pas surpris qu'un prof de philo défende ça, car l'éducation nationale est aujourd'hui devenue l'institution, le vecteur, le véhicule de l'obéissance et de la soumission. Alors que nous devrions, alors que l'école que nous finançons devrait développer l'esprit critique par l'accès à la connaissance. Éric, vous y allez un peu fort sur l'éducation nationale. Vous y allez un peu fort. Je suis sur un administrateur de l'éducation nationale. Je l'ai vu à l'œuvre. L'objet de l'école, l'objet de l'intelligence humaine, c'est l'esprit critique. Non, mais ce que je veux dire, Éric, le citoyen, Éric, elle a le droit de savoir. Éric Verhaeghe, vous ne pouvez pas dire que les citoyens n'ont jamais été autant informés, qu'ils n'ont jamais eu autant accès à toutes sortes d'informations. Oui, mais pas par les pouvoirs publics. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez vous informer, par exemple, sur votre situation médicale, comme en effet, il y a une culture de caste, une culture de mépris aristocratique, de c'est un patient, il n'a pas à savoir. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Internet chercher les informations qu'ils peuvent. Et aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi informés par Internet, par les réseaux détournés. Et ils sont face à une caste incompétente qui leur explique « on vous maintient dans l'ignorance pour continuer à vous dominer ». C'est le contraire même de l'esprit démocratique. Ne soyons pas étonnés si les gens vont chercher sur des sites Internet, vont chercher partout où ils peuvent, et au petit bonheur la chance, parfois des théories du complot, des informations que la caste refuse de leur donner. Alors, on va continuer ce débat, on va s'arrêter un instant, on va marquer une courte pause, Marine, dans notre débat. On va reprendre cette discussion avec nos invités sur Sud Radio. Passionnant sur cette question, je la rappelle. Est-ce que finalement le pass sanitaire est plus une question politique que médicale ? On va en parler dans un instant. Et on va revenir juste dans un instant, parce qu'on marque une courte pause. Éric a marqué sur Sud Radio une courte pause de publicité, Marine. Oui, on continue de se poser toutes ces questions après la publicité. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir au téléphone. Le numéro est le 0826 300 300. Et vous pouvez réagir aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. On a d'ailleurs pas mal de réactions sur cette question. Le pass sanitaire est-il plus politique que sanitaire ? Comme Marielle, par exemple, qui nous écrit que la proximité avec les Gilets jaunes n'est pas si flagrante que ça.
Et on continue notre débat avec vous sur Sud Radio et nos invités sur cette question. Le pass sanitaire est-il plus politique que sanitaire? Je rappelle qu'on est à 48 heures d'une nouvelle journée de mobilisation dans plusieurs centaines de villes. 150 visiblement sont déjà répertoriés sur différents sites. Une journée de mobilisation. Avec nos invités, on en parle, Marine. Éric Vérago, fonctionnaire, essayiste, journaliste économique et fondateur du Courrier des Stratèges, que l'on connaît bien aussi sur Sud Radio, qui intervient régulièrement avec Valérie Expert, et Guillaume Van der Velde, qui est professeur de philosophie spécialisé dans l'éthique médicale. Guillaume, est-ce que vous êtes surpris de la montée en puissance de la mobilisation samedi après samedi en plein été? Alors, permettez-moi juste très rapidement de répondre à ce qu'a dit mon contradicteur tout à l'heure. Oui. Deux choses. La première chose, que l'éducation soit une école d'obéissance, c'est un petit peu rapide. Peut-être que c'est vu des bureaux où il a travaillé. D'abord, c'est un argument ad hominem qui ne fait pas tellement avancer le débat. Et ensuite, personnellement, je suis remplaçant. J'ai circulé dans beaucoup de lycées, des lycées mauvais, des lycées bons. C'est pas du tout l'obéissance qui me saute aux yeux. Chez les bons, ils sont relativement obéissants parce qu'ils notent, parce qu'effectivement ils sont dans la montée et dans la volonté d'accumuler et d'être conformes au modèle. Mais dans les lycées qui sont moins bons, avec des niveaux socio-économiques plus faibles, j'ai un dialogue permanent avec des gens qui pensent pas du tout à obéir. D'ailleurs, si on leur demande d'obéir, ça ne marche pas du tout. Je ne peux faire cours dans ces cas-là qu'en partant d'eux, de leurs questions, de leurs objections. Et d'ailleurs, c'est ce qui nourrit la pensée, qui fait des cours très riches. Deuxième chose. Vous opposez la transparence absolue, encore une fois, je ne sais pas très bien ce que ça voudrait dire, à une forme de secret ou de sélection d'informations, finalement avec derrière l'idée qu'il y a une manipulation. Je pense que c'est totalement simpliste, c'est peut-être un réflexe de polémiste, mais il est bien évident que quand on dit... Moi, je revendique d'être simpliste en matière de liberté. Oui. Éric, laissez Guillaume terminer. Vous pourrez prendre la parole. Je le mets à l'aise, je suis simpliste. Moi aussi, alors on va bien se comprendre. Mais j'aime bien vos positions, j'ai écouté vos vidéos, donc je ne suis pas du tout contre vous. Vraiment, j'ai une opinion un petit peu différente. La question, bien évidemment, quand un médecin dit... quand un patient demande au médecin qu'est-ce que vous feriez à ma place, il ne veut pas du tout pas avoir l'information. Il va avoir l'information pertinente. Il va avoir une hiérarchisation des informations. Donc éventuellement, bien sûr, moi personnellement, c'est ce que je demanderai à mon médecin. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et ensuite, quelle est l'autre option? Quelles sont les autres options? Qu'est-ce que disent vos collègues? Éventuellement, faire une deuxième visite. Donc le fait d'avoir une information hiérarchisée avec voilà ce qui est le plus profitable à mon sens. Deuxièmement, voilà l'option seconde, n'empêche pas du tout de fournir une information complète si les gens veulent creuser. Donc le fait d'opposer une forme de paternalisme manipulateur et une transparence absolue me semble pas correct. Mais, alors, sur votre première auditeurs, juste je précise, certains auditeurs qui vont aller manifester samedi nous écoutent, qui nous expliquent pourquoi ils le font et qui nous appellent au 0826 300 300, parce qu'on voudrait aussi comprendre qui sont celles et ceux qui sont dans les rues tous les samedis depuis maintenant un mois. Allez-y, Guillaume. Donc pour répondre à votre question, est-ce que ça m'étonne? Alors oui, ça m'étonne, mais finalement comme les gilets jaunes m'ont étonné et comme surtout, et là je suis vraiment tombé de ma chaise ou plutôt tombé de mon lit quand Trump a été élu. J'étais absolument comme tout le monde, je pensais que c'était absolument impossible. Et donc quand le matin on a appris le résultat des élections, on s'est dit mais dans quel monde vit-on? Et donc les gilets jaunes, en un sens c'est un peu ça, et les antivax c'est un peu ça, c'est-à-dire comment comprendre que tant de gens prennent du temps de leur vie, donc vraiment c'est quelque chose de significatif pour eux, contre quelque chose qui apparaît comme une évidence. Et donc on est renvoyé en fait à ce que je disais tout d'abord, c'est-à-dire à une opposition plus ou moins fantasmée entre une population passive, une population en périphérie, une population qui descend socialement ou qui ne se sent pas considérée ou qui n'a pas d'avenir dans la société médiatique, dans la société centrale, la société parisienne, et une population qui est intégrée, qui est sûre de son bon droit, effectivement, et donc qui est un peu arrogante et un petit peu énervante parfois, et Macron en est l'image, d'où une forme d'exaspération contre Macron, parce qu'il représente ça. Mais je crois que l'opposition entre Gaulois de souche, ou Gaulois réfractaires, comme vous disiez, d'ailleurs c'est une expression de Macron, je crois, et une caste isolée me semble pas tout à fait juste. Je pense que la population est beaucoup plus mélangée que ça. D'ailleurs, les gens qui soutiennent, selon les derniers sondages, ce que j'ai lu ce matin, les gens qui soutiennent les antivax, ou du moins les manifestants contre le pass sanitaire,
sanitaire, si vous faites la distinction, c'est 35-40% de la population. Donc, on n'est pas dans 99% d'un côté et 1% de l'autre, pour reprendre les révolutionnaires français, mais plutôt dans un 30-40% de gens, voilà, mollement pour ou plus pour, et puis des gens qui sont quand même en faveur du vaccin et du pass sanitaire. Éric Verhaeghe, vous aussi, vous êtes surpris de cette montée en puissance. Est-ce que ça peut encore s'accentuer maintenant que le pass sanitaire est entré dans nos vies et qu'on en voit, on va dire, l'utilisation au quotidien, c'est-à-dire ça devient une réalité? Alors moi, je ne m'appelle pas Madame Irma, donc je suis incapable de vous dire jusqu'où ce mouvement ira, mais je suis tout sauf étonné, puisque c'est un mouvement qu'on voit poindre depuis longtemps, dans une parfaite cécité et surdité de la caste, qui représente beaucoup moins de gens que la caste convainc un certain nombre de Français, des classes moyennes notamment, qu'ils vont s'élever socialement en avalant n'importe quelle connerie dite par Emmanuel Macron sur des réseaux sociaux avec des youtubeurs. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Que des gens pensent s'élever socialement en étant d'accord avec ça. J'en suis convaincu. Mais ce ne sont pas des décideurs. Les décideurs sont très peu nombreux. En réalité, c'est une technostructure qui aujourd'hui dicte les politiques sur lesquelles personne n'a de prise. Et je pense que les sondages minorent, plus ou moins délibérément, la part réelle des gens qui sont hostiles à ce système. Et là-dessus, moi, j'en suis pas étonné, parce que en réalité, si vous voulez, c'est un affrontement qui est systémique, pour reprendre le mot de notre ami tout à l'heure. C'est-à-dire que fondamentalement, ce sont deux visions du monde qui s'opposent. Il y a la vision d'une société verticale où on instaure la peur pour tenir les gens, et il y a ceux qui disent mais laissez-nous vivre de façon horizontale, virale, fluide, et arrêtez de nous régenter chaque moment de notre vie quotidienne. Et sur le fond, oui, je peux comprendre que la caste aujourd'hui soit en pleine analyse et en pleine réaction contre ce phénomène profond où elle voit qu'elle perd le contrôle de la société. Et cette logique de domination, les fers de lance de cette contestation, ce sont quand même des élus de la République aussi, ou qui l'ont été, Éric Verhaeghe. Donc vous ne pouvez pas opposer l'un et l'autre. Je pense qu'il y a Florian Philippot je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de mandats électifs. Il sort quand même de la haute administration, il a été quand même dans les grandes écoles, donc ça fait partie de cette case dont vous parlez. Mais ce qui fait le mouvement, et moi je suis allé à 3 manifestations de Florian Philippot, je pense que les gens dans cette manifestation, n'y vont pas pour Florian Philippot, ni pour une adhésion à ses idées. Ils y vont parce qu'il n'y a pas d'autre offre aujourd'hui que celle-là. Et que par ailleurs, quelles que soient les appréhensions qu'on peut avoir sur les doctrines ou la pensée de Florian Philippot ou ses opinions, il a quand même le cran d'organiser des mouvements populaires. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire aujourd'hui. Mais peu de gens, à mon avis, qui sont dans les manifestations de Florian Philippot, sont des gens qui se reconnaissent dans les positions du parti de Florian Philippot. Je pense que c'est autre chose qui est en train de se produire. Et la grande erreur des partis dits de gouvernement, c'est de laisser aujourd'hui, à l'extérieur, la contestation se faire. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure. À force de penser que les autres sont des idiots, vous allez voir, il va y avoir un problème. Alors, on va aller tout de suite, si je ne me trompe pas, au 0826 300 300. On va retrouver Guillaume qui nous appelle. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Bonjour. D'où nous appelez-vous? De Carcassonne. Dans l'Aude. Alors, vous êtes un habitué des manifestations? Vous allez manifester ou pas du tout? Alors, un habitué, non. Mais en revanche, je vais manifester depuis le tout premier samedi. Je tiens à dire que j'ai jamais manifesté de ma vie. Vraiment, jamais. Et là, ces manifs-là, je me sens un petit peu obligé, oui. Je me sens un petit peu obligé d'y être et de montrer qu'on n'est pas d'accord sur tout ce qui s'est passé et surtout sur tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, quand vous dites « je ne suis pas d'accord », vous n'êtes pas d'accord contre le pass sanitaire? Ni contre le pass sanitaire, ni contre l'obligation vaccinale, même si pour l'instant on ne l'est pas obligé. Mais c'est surtout pour prévenir, oui, parce que avec tout ce qui se passe, on en arrivera de toute façon à ce que tout le monde soit vacciné. Et c'est ce qui me fait un peu peur, quoi. J'ai des enfants, et on sait très bien que les enfants, ça va être les
la prochaine cible. On le sait pertinemment. Et ça va être, pour moi, c'est sans fin. Voilà, si on commence pas tous à être dans la rue pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce système-là, je pense qu'on sera encore en train d'en parler en novembre, décembre, parce qu'apparemment il y a une date d'histoire qui serait le 15 novembre, mais personne n'y croit parce que ça va être repoussé. Mais l'argument, j'entends votre argument, mais est-ce que par exemple de voir aujourd'hui ce qui se passe, et j'ai lu tous les papiers qui ont été faits sur ce qui est la situation en Guadeloupe, qui est en train d'exploser, et que les personnes qui sont aujourd'hui en réanimation, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés, ça ne vous inquiète pas? Vous préférez vivre comme ça? Alors, non, mais c'est une question, hein, j'essaye de comprendre. Oui, c'est tout. Mais bien sûr, c'est toujours dommageable des gens qui sont en réa et qui risquent de mourir. C'est pas le souci. Des gens jeunes. En France, je rappelle que ce sont des gens jeunes. Hein. Ce sont des gens jeunes. Mais alors, les chiffres, ils sortent d'où? Il y a une étude là-dessus ou pas? Parce que on entend parler toujours de 85% des gens qui sont en réanimation n'ont pas été vaccinés. Mais on a d'autres études, notamment aux États-Unis, qui montrent que la plupart des vaccinés sont autant contagieux que les non vaccinés. Donc pourquoi nous c'est les formes graves. C'est ces formes graves visiblement qui sont freinées par le. Des hôpitaux, voilà. Les hôpitaux de Guadeloupe, il suffit de lire les remontées de la Guadeloupe. Alors, moi, j'ai pas traversé l'Atlantique pour aller faire un comptage, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des chiffres qui, voilà. Après, on peut remettre en question même le comptage des malades dans les lits de réanimation. Je vous entends. Mais ce que je veux dire, c'est vous préférez prendre le risque que de vous vacciner et de vous protéger contre une forme grave. Mais alors déjà, je suis persuadé que c'est pas en me vaccinant qui va. Voilà, ça va peut-être m'empêcher de faire une forme grave, mais à mon âge, vous savez, j'ai une quarantaine d'années. On peut évidemment, s'il y avait quelques années de plus avec des comorbidités, j'aurais peut-être été inquiet. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Pour l'instant, c'est pas. Et je sais pertinemment que tout ça, c'est un petit manège du gouvernement pour nous amener de toute façon à la vaccination obligatoire pour tous, dont les enfants. Et c'est pour ça que je suis dans la rue, moi. Je veux pas qu'on touche à nos enfants. Et vous verrez que de toute façon, c'est ce qu'ils projettent de faire, ils en ont déjà parlé, et ça va arriver. Déjà, je ne comprends pas comment en France, on ne peut pas se révolter de voir que des enfants non vaccinés vont rester cloîtrés chez eux s'il y a un cas de Covid dans une école, et que les vaccinés pourront toujours aller en cours. Et on aurait dit ça il y a quelques années, tout le monde se serait Et là, ça arrive petit à petit, en fait. Vous savez, c'est comme l'histoire de la fable de la grenouille, là. La grenouille, quand on la met dans l'eau chaude, elle sort tout de suite, alors que quand on la met dans une eau froide et qu'on sauve tout doucement, eh ben, elle reste dedans et qu'elle en meurt. Voilà, c'est exactement ça. C'est petit à petit, en fait, on nous formate un petit peu pour devoir accepter les choses. Et ben moi, je suis désolé, je le dis, les enfants n'ont pas besoin d'être vaccinés. Vous avez beau dire qu'effectivement, il y a des cas qui sont un petit peu plus jeunes de ceux qui vont en réanimation. C'est dommage, effectivement, c'est dommage, mais voilà, moi, pour mes enfants, je ne peux pas. Et j'espère que tout le monde pensera comme moi et vraiment finira par sortir dans la rue toute la France pour dire non, on touche pas aux enfants. Voilà. Merci beaucoup de votre appel, de cette transparence dans votre prise de position. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Merci beaucoup d'avoir appelé et on continuera de suivre. Éric Verhaeghe ou Guillaume Van der Velde. Alors, je vais commencer avec vous, Éric. L'opposition farouche, elle est par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc ce pass sanitaire, ou en tous les cas c'est ce dossier-là, et ça sera ma dernière question. Aujourd'hui, il va marquer et rythmer les mois prochains de la campagne électorale qui va s'ouvrir en septembre, ça c'est clair et net visiblement. Alors moi je pense que la campagne électorale se fera paradoxalement sur d'autres thèmes, notamment sur des thèmes écologiques qui ne mettront pas Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que le rapport du GIEC ait beaucoup énervé les débatteurs de ces derniers jours. Vous allez voir, une petite campagne orchestrée comme on a eu droit sur le Covid, et ça viendra au premier plan. Moi je pense dans cette affaire qu'il faut entendre que les gens veulent pouvoir choisir, ils veulent pouvoir donner un consentement libre et éclairé à la prise de risque que représente le vaccin expérimental aujourd'hui, que certains appellent d'ailleurs un pseudo-vaccin. Et il faut entendre cet appel à la liberté et au respect du droit. Et personne, je veux dire, Emmanuel Macron est en train de s'enquister dans un face-à-face avec son peuple sur le refus de ce droit fondamental, et je vous assure que ça ne passera pas. Oui.
Ouais. Est-ce que vous justifiez aussi, on va en parler dans un instant avec notre prochain invité, on va dire les menaces sur les pharmaciens, les centres de dépistage. Est-ce que tout ça, vous trouvez ça logique, Eric ? Moi, j'ai reçu des tweets de menaces d'Antifa qui m'ont expliqué que tout ce que je faisais était moisi, que le vaccin c'était génial et qu'ils allaient venir me casser la gueule chez moi. Est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que moi je dis Emmanuel Macron, est-ce que vous soutenez ces menaces ? On va arrêter ce cirque qui consiste à prendre 3 cas, à les punaiser sur le mur, à dire voyez, ça se réduit à ça. C'est totalement grotesque. Et vous voulez que je vous fasse la liste des tweets injurieux, incendiaires, menaçants Twitter n'est pas la vaccinés France. sur les non-vaccinés? Voilà, je vais vous dire. La haine aujourd'hui, elle n'est pas du côté des non-vaccinés, elle est du côté des vaccinés. Allez, Guillaume Van der Weyde, pour conclure, c'est, on va dire, une France coupée en deux, plus que jamais, que l'on craignait d'ailleurs, au moment du démarrage de la campagne de vaccination. Alors, je pense que on est sur du lourd, on est sur du profond. C'est-à-dire que quand Guillaume, qui est intervenu tout à l'heure, déroule ses arguments, on trouve exactement l'ensemble de ce qui motive les antivax. Donc un recours à l'émotion, à l'émotionnel. Donc la première chose qu'il a dit, c'est mes enfants. Je veux pas que mes enfants soient vaccinés. Donc c'est effectivement, les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ensuite, une remise en question des chiffres. Donc les chiffres, ils sortent d'où ? Ensuite, des confusions. Donc, par exemple, il a fait une confusion entre ceux qui sont contagieux et ceux qui sont malades. Vous lui avez dit ceux qui sont vaccinés sont moins en réanimation. Et il a dit oui, mais ils sont aussi contagieux que les autres. C'est pas du tout ce que vous aviez dit. Donc, il y a une confusion, en fait, parce que l'argumentation, elle vise uniquement à valider un refus systémique de base. Qui effectivement renvoie à cette méfiance d'une certaine catégorie de la population, et à juste titre, parce qu'elle est défavorisée, on lui donne pas d'avenir, on met pas les crédits là où il faut, et la question de l'éducation sur cette question, elle est centrale. Il a parlé aussi de la fable de la grenouille, donc ça c'est la pente glissante, c'est l'argument de la pente glissante qui me semble un argument décalé, parce que dans ce cas, tout peut être pente glissante, donc je vais une fois chez McDo et c'est la pente glissante, je vais donner que McDo à mes enfants. Non, pas du tout. Je sais que c'est mauvais McDo, mais j'y vais de temps en temps. Donc la pente glissante, en fait, elle s'applique que lorsque on peut montrer et démontrer qu'il y a un lien direct entre le fait de faire une chose et le fait de la systématiser. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On est dans un pays, les gens parlent de dictature, mais c'est un délire, dans un pays où il y a des contre-pouvoirs dans tous les sens. D'ailleurs, il y a tellement de contre-pouvoirs que depuis 30 ans, depuis 40 ans, le gouvernement ne fait absolument rien et quasiment paralysé parce que vous bougez le petit doigt et vous avez les gens dans la rue. Enfin, dernière chose, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est le fond de l'affaire, c'est que si vous dites finalement, c'est la liberté contre l'oppression sanitaire. Au fond, vous êtes du côté des témoins de Jéhovah qui disent « Attendez, moi je suis témoin de Jéhovah, c'est ma liberté de refuser que mon enfant soit transfusé. » Et donc l'enfant, il meurt. Donc il y a un moment où, bien sûr, la démocratie, c'est bien, mais on sait très bien que la démocratie directe, c'est n'importe quoi, c'est un concept complètement utopique, que si les gens veulent vivre dans l'horizontalité, ils vont dans les champs et ils reviennent dans la nature. On est dans un monde technologique, on est dans un monde politique, on est dans un monde où toutes les libertés, notamment économiques et politiques qu'on a, vont avec des devoirs, et où clairement, il y a un rôle ici de la raison. Donc si les gens ne sont pas raisonnables, il y a un moment, il faut en passer par la loi et par la contrainte. Alors une contrainte intelligente. Il y a par exemple ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire des façons de pousser les gens, c'est un peu le cas du pass sanitaire, pousser les gens à faire les choses sans les obliger. C'est par exemple le fait d'installer un escalator, mais un petit escalator par rapport à des escaliers qui seraient beaucoup plus larges. Et donc les gens ils peuvent prendre l'escalator, mais voilà. Donc il y a des moyens de contraindre, c'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement, mais apparemment c'est encore trop fort pour que la raison prédomine, parce qu'il y a une raison, il y a une vérité scientifique. Merci à tous les deux. Éric Verhaeghe, haut fonctionnaire, journaliste économique, fondateur du Courrier des stratèges, et vous, Guillaume Van der Weyde, professeur de philosophie spécialisé dans l'éthique médicale. Merci pour votre invitation. À votre tribune que l'on retrouve sur le site du JDD du week-end dernier, de dimanche dernier. Je renvoie également à cela, et puis on continuera d'évoquer l'évolution de cette mobilisation, et puis de la mise en place du pass sanitaire, puisqu'on est en phase de rodage, nous a-t-on dit.